bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Vous êtes en direct sur les ondes. Bienvenue aux auditeurs, aux auditrices qui nous rejoignent. On reçoit ce jour un invité, Mustapha Djellali, auteur d'un ouvrage d'Orient et d'Occident, Convergence vers la paix, un hommage à l'abbé Michel Bécard, une histoire à vous raconter, une histoire vraie. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Mustapha Djellali qui nous vient de Libercourt. Je vais simplement lui demander de se présenter et après on présentera l'ouvrage dont il est l'auteur en espérant que cela vous donne envie d'acheter le livre, de le lire et de le partager. Mustapha, marhaba, bienvenue. Juste, j'ai un classique, c'est un contrôle d'identité, nom, prénom, date de naissance, numéro de carte bleue si vous avez. Voilà, Mustapha Djellali, donc j'ai 50 ans, fils d'immigrés algériens, c'est important. Et mon identité franco-algérien, tant bien que mal, on peut dire ça comme ça. Habitant de Libercourt. J'habite à Libercourt, donc dans le bassin minier. Et puis je suis venu pour vous proposer un livre qui raconte mon histoire, votre histoire. Notre histoire, une grande histoire, voilà. Et comme disait Ali, je vais aussi parler, entre autres, d'un prêtre qui est plutôt en filigrane, quoi, en fond, on va dire, dans l'introduction et dans le dernier chapitre. D'un compagnon de route. C'est un compagnon de route, voilà. D'où le titre, Convergence vers la paix. On y reviendra tout à l'heure. Alors peut-être préciser, le livre il est beau, c'est important de le dire, on a la radio. Et quand on a un beau livre, dans le toucher, dans la présentation, dans le format, c'est pas un petit livre, c'est un livre conséquent. Je pense que c'est un travail de longue haleine, c'est un livre de plus de 250 pages, qui raconte une histoire, qui raconte notre histoire, qui raconte l'histoire de France en 2021, mais qui revient sur 20-30 ans de notre histoire, voire plus. Même beaucoup plus. Et j'allais dire souvent, quand je présente un livre, je dis d'où vient l'étincelle, la genèse, le démarrage. Il y a toujours quelque chose qui fait que... Parce que, peut-être préciser à nos auditeurs, vous n'êtes pas un auteur, vous vivez pas de ça, c'est pas votre métier. C'est pas mon métier. Même si en ce moment on a des personnes qui écrivent des livres qui sont pas forcément des auteurs, mais vous avez un métier dans la vie et vous faites. Je suis coiffeur à domicile. Très bien. Mais l'écriture, c'est aussi une passion. Voilà. Donc voilà. Et comment est arrivé ce déclic, cette envie d'écrire un livre qui raconte une histoire passionnée et passionnante, j'allais dire? Bon, au départ, ça devait même pas être un livre. En fait, au départ, ça commence par un coup de fil. Voilà, en 2013, j'ai un coup de fil d'un ami de longue date qui s'appelle l'abbé Michel Bécard. Donc, c'est pas une amitié quelconque, c'est un curé. Et il me dit, Mustapha, ça fait 50 ans que je suis curé. Alors je lui dis, écoute, Psartek, c'est très bien. Félicitations. Voilà, voilà, je lui dis, c'est très bien, et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, voilà, moi je vais fêter ça, on va célébrer ça, mais il faut que ce soit dans l'esprit d'une nation arc-en-ciel. Voilà, il faut que ce soit international et même interreligieux. Alors, il dit, je vais faire appel à tout, des Polonais, des Marocains, des Algériens, mais bon, voilà, il faut un témoignage de musulmans, un musulman qui vienne parler, s'exprimer. Alors, pour le taquiner, je lui ai dit, tu penses à quelqu'un en particulier? T'as trouvé quelqu'un et tu veux que je t'aide? Et là, il me dit, écoute Mustapha, arrête ton cinéma, prends un crayon, souviens-toi et écris. Voilà, ça a commencé comme ça. Quelque chose de banal, on va dire. D'inattendu en même temps. D'inattendu, il me dit, écris-moi juste un discours, 2-3 pages. Donc j'ai commencé à écrire, mais pour écrire le discours, il a fallu que je me replonge dans des archives. Ça date quand même, la rencontre avec lui, de 1993. Donc il fallait qu'en 2013, j'écrive quelque chose, des faits qui se sont déroulés en 1993. Mais comme j'ai une bonne mémoire et comme je garde beaucoup de documents à la maison, j'ai pu me replonger dans mes archives et commencer à écrire 1 page, 2 pages, 3 pages. Et parallèlement, comme je suis né à Libercourt, dans le bassin minier, et qu'à Libercourt, il y a une association qui s'appelle Shfed, qui veut dire souviens-toi, on va dire en arabo-berbère, qui veut dire souviens-toi, et qui travaille sur la mémoire, justement. Et il me montre un livre qui date de 1993, l'année où j'ai rencontré Michel, en plus. Donc je prends ce bouquin, le titre, c'est Libercourt, des origines à nos jours. Donc, et je le sens consterné par un passage, ou plutôt par l'absence de notre histoire dans ce bouquin, parce que à Libercourt, il y a 30% de la population qui est d'origine maghrébine quand même. Donc on n'est pas invisible.
Et bizarrement, quand on lit le livre, qui est très beau, hein, c'est un très beau livre, il est bien fait, très intéressant. Mais sur l'histoire de Libercourt. Sur l'histoire de Libercourt, des origines à nos jours. Peut-être préciser à nos auditeurs, oui, qu'est-ce que Libercourt ? Alors, Libercourt, c'est une petite ville qui se trouve entre Lille et Lens, hein, pour vous placer. Dans le bassin minier. C'est dans le bassin minier. De la fosse numéro 9. Oui, il y a la fosse 9, le puits principal, mais il y a eu beaucoup de fosses autour. Hein, mais le puits, le dernier puits, c'est la fosse 9, qui était une fosse connue, c'est la dernière qui a fermé en France. Donc on a situé géographiquement. Voilà, géographiquement, on a situé. Et donc forcément, le bassin minier, il y a des mineurs. Donc nos parents sont arrivés, d'Algérie, pour mon cas en tout cas. Ils ont travaillé, ils ont quitté leur pays. Ça a été une déchirure, c'est une noble histoire, c'est une grande histoire qu'ils ne nous ont pas racontée. Mais c'est une grande histoire quand même. Et on aurait aimé, tout de même en lisant le livre, quand on le parcourt, on voit qu'on parle des Italiens, des Français, des Polonais. Je parle toujours des ouvriers, mais quand on arrive aux Algériens... Qui doivent être les derniers avec les Marocains. Les derniers à être remontés des puits. Et les Marocains sont même arrivés après, mais si on lit un extrait du livre, nous concernant... Je t'en prie. Alors je vais lire sur les Polonais d'abord, pour voir le contraste. Alors les Polonais... Mais c'est tant mieux, hein, tant mieux pour eux. Mais j'aimerais bien dire tant mieux pour les Maghrébins aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, pour les Polonais, nous pouvons dire que les Polonais sont bel et bien intégrés dans notre société. Aujourd'hui, les anciens ont le droit d'être fiers. La langue, la guerre, la résistance, ou des fils d'émigrants sont morts au service de la France. Les activités socio-professionnelles et sportives ont accéléré le processus de l'assimilation. Aujourd'hui, au même titre que les Français, les descendants de ces courageux immigrants sont ingénieurs, docteurs, chefs d'entreprise, journalistes, conseillers municipaux et même maires. Leurs aînés ont le droit d'être fiers, car en 70 ans, ils ont apporté leur contribution à la vie de notre région. Maintenant, accrochez-vous pour le passage concernant mon papa. Voilà, accrochez-vous bien. Les besoins de main-d'œuvre s'accentuant pour les houillères, celle-ci se trouve dans l'obligation de recruter dans le pays du Maghreb. Les travailleurs immigrés arrivent sans leur famille, avec un contrat de travail de 5 ans renouvelable. La population masculine attire les prostituées qui viennent de Paris le jour de la quinzaine à la paix des ouvriers. Voilà, c'est merveilleux. C'est tout. C'est tout. Une phrase. Voilà. Dans le livre qui s'appelle Libercourt des origines à nos jours. Ce livre est une... Il n'est pas unique en son genre. Beaucoup de villes du bassin minier... C'est pas le livre d'une personne. De 16 personnes. C'est une commande en plus. Oui, c'est une commande de la municipalité. De la commune, retracer l'histoire. De l'époque, voilà. Donc on est en 1993, 16 personnes ont travaillé pour cet ouvrage. Et en 93, la présence des immigrations successives à Libercourt était présente, était visible. Elle était présente. Et c'est bien que tu me dis ça, parce que là, on va faire la transition. Parce que Michel me dit comment on s'est rencontrés. Eh bien, pourquoi il est venu à Libercourt ? Parce qu'il y a eu un clash entre la municipalité et ces 30% de Maghrébins, parce que le maire de l'époque, paix à son âme, il est parti. Ouais. On raconte l'histoire, on n'est pas dans la rancœur. Hein. Je connais bien son petit-fils, j'ai bien connu cet homme aussi. Hein, il n'y a pas de souci. Cet homme-là. On raconte l'histoire. On fait que raconter l'histoire. D'ailleurs, la France raconte l'histoire de la guerre mondiale sans détester l'Allemagne. On fait pareil, d'accord ? Donc on raconte l'histoire. Et comment j'ai connu Michel ? Eh bien, il est arrivé parce qu'il y a eu un clash. Il est venu pour calmer les tensions. C'est l'évêque de l'époque qui l'a envoyé à Libercourt pour calmer les tensions, parce qu'il y avait eu un référendum en 91. Et sur un référendum, c'était... un référendum municipal ? Référendum municipal. Dans la ville de Libercourt ? Dans la ville de Libercourt, oui. Et ce référendum, c'était: voulez-vous qu'on agrandisse la mosquée de Libercourt, oui ou non ? 80% ont dit non. 80%. Les 20%, c'est certainement... les habitants qui voulaient. Voilà, ceux qui voulaient, dont les parents fréquentaient. Il faut savoir qu'à cette époque, on est en 93, peu de jeunes fréquentent les mosquées. 93, les mines venaient de fermer depuis 2 ans. Donc, ils avaient le droit, dans le cadre de leur retraite, d'avoir un endroit pour se retrouver. Ils avaient le droit de ragrandir la mosquée. Ils avaient le droit. Et il n'y avait pas de danger. Donc, on était dans l'effervescence de l'après-guerre du Golfe. Hein. Faut le souligner quand même. Donc... des tracts étaient distribués dans les maisons pour faire peur aux gens, trafic d'armes, des références à la guerre du Golfe, l'Irak. Ça n'a pas beaucoup changé, hein ?
Oui, mais c'est intéressant de se dire qu'en 93, on était dans ça. Ouais. Et donc, le référendum, bien sûr, faut le souligner, il a été très mal vu. Le préfet a donné l'autorisation de construction. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque s'est déplacé. Et c'était qui à l'époque ? Il a condamné, c'était Marchand, je crois. Il a condamné le référendum. Non, mais c'est dire quoi, que ce référendum avait été très mal vu et médiatisé. C'est passé à la télévision. Et ça a marqué les habitants. Ça a marqué les habitants. Il y en a beaucoup qui ont oublié en réalité. Mais à l'époque, je parle. Oui. À l'époque, quel âge Moustapha à l'époque ? J'avais 22 ans. Tu t'en souviens ? Je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Très bien. Ce que je veux dire, c'est que ça avait révélé quand même un malaise, quoi. Je veux dire, c'était quand même, je suis sûr, des voisins, des proches, quoi. C'était, qu'est-ce qui explique cela ? Je suis sûr que si le référendum avait eu lieu avant la guerre du Golfe, bon, ça aurait pas été 30% contre, mais pas 80%. D'accord ? Ça aurait été. Je pense que la peur qui a été insufflée par les médias à cause de la guerre du Golfe a fait. Je pense que ça fait basculer le. Et là arrive l'abbé Michel. L'abbé Bécard, il arrive en 93. Bon, il essaye de. Alors on se dit, voilà, j'entends une rumeur qui dit, voilà, il y a un curé qui vient, il maîtrise l'arabe, il a vécu en Algérie, il est parti au Maroc, il fait du porte-à-porte, il va chez les chrétiens, les musulmans, il essaie de coller les morceaux. Et ils ont organisé avec la mosquée une rencontre islamo-chrétienne. Cette année, ça tombait bien. Tous les 33 ans, le carême et le ramadan commencent en même temps, et ça tombait pile poil. On a organisé une rencontre islamo-chrétienne. Ils ont organisé une rencontre islamo-chrétienne sur le thème du carême et du ramadan. Donc on est allé. Bon, je cherchais après le curé. Je m'attendais à voir un grand comme Fernandel, donc Camilo, tu vois, un grand. Et je vois un petit là avec des sandalettes qui se pointent. Je me dis, oh là, on va pas aller loin avec ça. On va pas changer le monde quand même. Eh ben je me suis trompé. C'était quelqu'un de sa force, elle était dans la douceur. Elle n'était pas du genre quelqu'un t'attaque, joue pas au ping-pong, quoi. Ça va durer longtemps. Pose la raquette. Va au filet et va parler avec lui. Et à la limite, jouer à deux contre l'ignorance. Voilà, c'était ça sa technique. Donc la douceur et aller vers les gens. Et puis à chaque fois qu'il y a une fête, on vous invite. Et, je sais pas, mais il y a Noël, on vous invite. Il y a l'Aïd, vous nous invitez et on échange des choses simples. Et j'ai envie de dire qu'il a laissé des traces, les gens se souviennent encore de lui. Côté chrétien comme côté musulman, bien entendu. Ce qui ne veut pas dire qu'il a changé la face du monde, mais il a marqué des gens. Et les graines sont encore là. On reste sur 93. Ce livre sort. Oui. Il fait pas son effet encore à l'époque ? Mais écoute, tu sais qu'on l'a découvert tardivement. Donc. On l'a découvert quand, ce livre ? Mais qui fait appel à la venue du prêtre ? L'évêque, les services de l'État, la ville. Michel m'avait dit que l'évêque l'avait missionné. Ça tombait à un moment où Michel avait tellement œuvré, je veux dire, il avait décidé l'année-là de se retirer. Parce que les prêtres, parfois, ils peuvent avoir des périodes de retraite spirituelle. Il avait décidé de se retirer. Et il avait exercé. Et quelque part, quelque chose lui a dit non, c'est pas terminé, mon petit père. Mais il avait exercé son sacerdoce dans d'autres. Dans d'autres communes, oui, dans d'autres communes. Ben, il avait aussi, pendant 15 ans, en fait, c'était un prêtre ouvrier. Il a travaillé, si tu veux, il a eu l'occasion d'être prêtre, de recevoir ses ouailles à l'église, et uniquement à l'église, et à un moment donné, comme il était en contact des travailleurs de chez Métal Europe, donc Noël Godot à l'époque, il s'est dit, non, il faut que je travaille avec eux pour mieux les comprendre. Ça c'est une spécificité d'un mouvement catholique, du catholisme social, on va dire, qu'on connaît un petit peu, nous, ici à Roubaix, entre autres, parce qu'on a à peu près le même ami en commun. Moi, c'est l'abbé Michel Delberge à Tourcoing que je salue, s'il nous écoute, Michel. Ces prêtres qui se sont mis à travailler, c'est ces prêtres qui se fondaient dans la masse et qui étaient au plus proche des populations. Des populations dans les quartiers populaires, des populations dans les mines, des populations issues de l'immigration ou pas d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une école. C'est un courant de pensée qui vient de Charles Foucault, en fait. C'est ça, Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui est un prêtre qui a vécu longtemps en Algérie et qui est d'ailleurs enterré en Algérie. Qui est enterré en Algérie. Et qui a vécu une partie de sa vie en Algérie. Puis il y a un périple, je veux dire, il y a même un pèlerinage pour aller. Tout à fait. Pour aller là-bas le visiter. Et ces prêtres-là sont aussi des gens
plutôt très simples, qui vivent au quotidien d'une manière, avec beaucoup de sobriété, pour dire les choses positivement. Et c'est lui qu'on envoie à Libercourt. C'est par hasard. C'est certainement par rapport à son passé. On ne l'a pas envoyé là-bas par hasard. Il avait une mission. Voilà, il avait une mission, tout à fait. Oui. Et alors, mission accomplie. Mission accomplie. Moi, je pense qu'il a jeté. Si je suis là pour en parler, c'est la preuve. Je vais pas te dire qu'elle a été accomplie. Pourquoi ? Parce que quand tu construis un mur et que des gens passent derrière et le poussent, le cassent, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Tu comprends ? Donc, je vais pas te dire que sa mission est accomplie, mais j'ai envie de dire qu'il a laissé des bonnes traces de son passage. On l'a pas oublié et on continue. Et on a continué. Et les 50 années, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il m'invitait pour créer un discours pour ces 50 années. Cette célébration-là, je m'en souviens. Le rassemblement qu'il a su faire ce jour-là, franchement, tout le monde a dit, on a senti une fraternité incroyable. Tout le monde l'a dit. Et c'est très bien raconté, parce que le livre, c'est aussi une de ses missions, parce qu'il t'a dit, prends un crayon et écris. Voilà. Et tu as commencé à écrire un discours et ça s'est terminé en livre. Voilà, tout à fait. Parce que le début du livre, c'est le discours, en fait. Et la deuxième étincelle, c'est un sociologue qui travaillait pour l'association Schwed, qui a prononcé une phrase terrible. Tu peux en parler. Il s'agit de Jesse Cormon. Voilà, il s'agit de Jesse Cormon, que je salue au passage, et qui a prononcé une phrase. Moi, quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, écoute, c'est bien beau d'avoir lu un Libercourt des origines à nos jours et de constater qu'on figure pas dedans. Mais lui, il a dit une chose vraiment qui a été puissante. Il a sorti. Tu peux la dire, la phrase ? C'est un dicton africain. Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse ne raconteront que la gloire du chasseur. Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse ne raconteront que la gloire du chasseur. Ça, c'est le truc décisif. Ça a déclenché quelque chose. Là, je me suis dit, ce ne sera pas juste un discours, ce sera un livre. Il faut rappeler que l'abbé Michel Becker nous a quittés il y a 4 ans, paix à son âme. Et une de ses dernières volontés, c'était que ce travail soit publié. Il l'a dit à son successeur, à celui qui l'a remplacé, qui s'appelle Jacques Senlard. Voilà. Il faut finir le livre. Le publier, tout simplement. Le publier. On se retrouve dans quelques instants. Petite pause. Merci Farouk. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem. Quand sur lui je me suis penché, ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour eux ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, le livre, il se structure en quelques chapitres. Oui. Alors, on va pas tout dire, parce que si on veut que les auditeurs se penchent sur le bouquin, après tu nous diras où on peut le trouver, parce que tu l'as publié il y a 1 an, mais malheureusement, le Covid n'aidant pas. Les librairies sont des lieux essentiels. Donc, on pourra trouver peut-être dans quelques librairies de relais ici ou là. Mais tu parles d'abord, dans un premier temps, de l'état des lieux, du diagnostic de ton territoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur là où vous vivez, sur les symptômes L'état des lieux, pratiquement,
on vient d'en parler là, à l'instant. C'est un petit peu ça. Parce que comme tu disais tout à l'heure, est-ce que ça a beaucoup changé ? Depuis 93, pas vraiment. Donc l'état des lieux, là, lorsqu'on commence par l'état des lieux, effectivement, bah oui, ça a pas beaucoup changé la situation. Il y a toujours de la peur et de l'ignorance. C'est l'ennemi en fait. La peur et l'ignorance, c'est notre ennemi. Souvent, on cherche des hommes comme ennemis, mais en réalité, c'est la peur et l'ignorance qu'il faut combattre en premier. Donc on peut même maintenant dire que le livre est une réaction. Pour revenir à ce qu'on disait, eh bien, notre histoire n'existe pas, nous n'existons pas. Sauf quand il y a des attentats, là nous sommes visibles, et moi j'ai envie de nous faire exister autrement. Donc raconter notre histoire des origines à nos jours, en passant jusqu'à l'histoire de l'immigration, et même notre histoire à nous, c'est-à-dire la dernière génération, je raconte notre histoire, ce qu'on est devenu. Voilà. Donc des origines à nos jours, symboliquement j'ai commencé, on peut le dire là, en 950 avant Jésus-Christ, donc le calendrier, voilà. Ça fait référence au calendrier berbère. Voilà. C'est le deuxième chapitre, tu mets au commencement de notre histoire, notre terre d'origine et nos influences extérieures, oui. De l'Antiquité, c'est-à-dire 900 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à l'émergence du monde moderne dans lequel on est. Tout à fait, c'est ça. En quelques mots, résume-nous les origines, 950 ans avant Jésus-Christ. Donc, tu parles de quel empire ? On a des multiples cultures. Dans le bouquin, on va découvrir que l'Algérie, elle a été, un grand foyer du christianisme. Un grand foyer du christianisme, et puis même auparavant, il y a eu la présence romaine, je veux dire. Phénicienne. Et phénicienne. Et puis, quand on regarde le calendrier, notre calendrier, certains saints sont des berbères. On le sait pas. Augustin, c'est un berbère. Voilà. Donc, on a eu des rois berbères. Ils sont connus de toute façon. Ils sont connus. On a des timbres à leur effigie encore en Algérie. Donc cette histoire est connue. Quand on va en Algérie, on visite Tipaza, le tombeau de la chrétienne, on voit bien quand même qu'il y a eu des traces de civilisation antérieure. Ouais. Il n'y a pas eu que des berbères qui faisaient des macroutes. Donc il y a quand même une histoire antérieure et qui est intéressante, mais qui est d'autant plus intéressante qu'elle est entrelacée avec l'histoire du monde occidental. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que l'Algérie a fait partie de l'Empire romain. Voilà, l'Algérie faisait partie de l'Empire romain. On parle de Constantine, mais Constantine fait référence à Constantin. Et Constantin, c'est lui qui a décrété qu'il allait avoir quatre évangiles en particulier. Donc Constantin, c'est pas n'importe qui. C'est un gouverneur romain qui s'est converti au christianisme. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu une succession de civilisations, de cultures, de religions dans nos pays d'origine, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, donc l'identité est multiple et à un moment donné, bon, bien sûr, on a contribué. On était berbères, ensuite on est devenu musulmans. Avec les musulmans, avec l'islam, il y a eu une grande culture, il y a eu un foisonnement culturel qui s'est étalé de l'Orient à l'Occident. Et ça, il faut le rappeler. Il faut en être fier. Et ce serait bien qu'à l'école on le dise davantage. J'aimerais bien prendre une phrase de Steve Biko, qui est un militant anti-apartheid. Donc il disait, d'ailleurs, ce qu'il disait. Tu fais référence aussi au début du livre à Mandela, qui a fait ses classes en Algérie. Tout à fait. Peu de gens le savent. Oui, tout à fait. Oui, Nelson Mandela qui a combattu l'apartheid. Il fallait bien qu'il apprenne à se battre. Je suis devenu un homme en Algérie. Voilà, il est devenu un homme en Algérie. Il est parti en Algérie. Il a appris le maniement des armes en Algérie. Voilà, c'est une histoire. Alors, c'est intéressant. Après son retour en Algérie, il se retrouve en prison. Voilà, mais c'est intéressant parce que la France aime Mandela. On aime tous Mandela. Voilà, tout le monde aime Mandela. Il y a eu des MJC, Nelson Mandela. Je jure, c'était quelqu'un d'aimé. Il y a eu la chanson Mandela Day. Voilà, Mandela Day, oui, de Simple Minds, effectivement. Belle chanson. Et donc, on aime Mandela, mais il faut savoir que Mandela, il était aux côtés des révolutionnaires algériens contre la France. Donc, voilà. Ouais. C'est important de savoir. On oublie souvent de citer que... Contre l'occupation française, pas contre la France, contre l'occupation française. Alger a été la Mecque des révolutionnaires pendant longtemps. Voilà. Elle a reçu beaucoup de phénomènes, beaucoup de personnages, on va dire. Entre Che Guevara et Fidel Castro. Tout à fait. Donc ça fait partie aussi de l'histoire, et tu le rappelles que nos pays d'origine, que ce soit les pays du Maghreb, du Maroc, Algérie, même la Tunisie, même la Libye, a un passage dans l'Antiquité où on arrive à... Et une contribution, c'est important parce que autant je revendique que nos parents ont contribué à quelque chose en France, n'est-ce pas ? Autant j'aimerais bien que notre civilisation ancienne a contribué à l'émergence de la civilisation occidentale. On parle de Renaissance. D'accord, on parle de Renaissance, mais on ne dit pas d'où ça vient. La Renaissance, ça part de Florence, du sud de l'Italie, mais
qui était occupée par des musulmans juste avant. Donc, alors, la Renaissance arrive à un moment où on va dire la civilisation musulmane est en pleine décadence. Donc il y a un relais c'est un relais. L'Orient a passé le relais à l'Occident en matière de civilisation. C'est pas dit ça à l'école, c'est pas dit comme ça. Trop peu. Non, mais rapidement, quelques noms vite fait, mais sans plus. On sait trop peu que beaucoup de textes grecs ont été traduits de l'arabe, du grec à l'arabe, de l'arabe au latin. Sinon, elles auraient été perdues. Voilà, sinon elles auraient été C'est ce qu'on a perdues. pour quelques grands philosophes. Voilà. Tels que Socrate ou autres philosophes grecs, c'est Tout à vrai. fait. Et c'est l'époque de l'Andalousie. Mais ça aussi, t'en parles un peu dans ton ouvrage, de ces relais-là. Et en fait, c'est une histoire qui est entremêlée, plutôt que opposée. Plutôt ça. Elle n'est pas opposée. Et c'est pour ça que ce livre-là, moi-même, en l'écrivant, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, vraiment. Autant on le savait, mais quand on l'écrit, qu'on fait les recherches, on le vit vraiment dans les tripes. On se rend compte vraiment qu'on est... c'est pour ça tout à l'heure je disais je suis franco-algérien tant bien que mal, mais en réalité je le revendique quoi. Mais on a des doubles racines. Quand on fouine au fond de nos racines, on se rend compte que c'est entrecroisé, et c'est là que ces deux cultures se réconcilient en réalité. C'est pour ça que moi j'ai pas de problème avec ces deux cultures. Ouais. J'ai pas du tout de problème, je vis très bien avec. C'est une richesse plutôt qu'un problème. Mais bien sûr que c'est une richesse. C'est le regard de l'autre qui doit changer. Alors, pour reprendre ce que disait Steve Biko, il disait... alors, pour lui, la libération psychologique, elle doit précéder la libération physique. Autrement dit, pour lui, les Noirs ne pouvaient se libérer politiquement de l'apartheid que s'ils cessaient de se sentir inférieurs aux Blancs. Et il avait aussi ajouté, il faut que la communauté noire s'emplisse de sa propre fierté, il faut enseigner à nos enfants notre propre histoire, leur parler de nos propres héros. Et pour moi, mes premiers héros, ce sont mes parents. Nos parents sont des héros. Voilà, nos parents sont des héros, et après, on remonte au fil du temps, et on trouve d'autres héros qu'on n'a pas connus, mais nos premiers héros, ce sont nos parents, qui ont été souillés dans l'histoire, qui ont été négligés dans l'histoire de France. Malheureusement. Ça nous fait une transition sur le chapitre 3, où tu parles de la chute. Et la chute, elle est violente. La chute est violente. Ah oui, la chute est violente. Ouais, J'ai bien aimé le titre de la chute. Tu peux nous en dire plus parce que oui, tu peux lire le passage qui est juste... La colonisation française et la guerre d'Algérie, qui a été d'une violence inouïe. Oui. On le rappelle en cette période de commémoration. On a un gouvernement qui a rouvert les archives. On a un rapport qui vient d'arriver, le rapport Stora, sur cette difficulté à aborder la question de la mémoire de la France et de l'Algérie. Et encore une fois, c'est une histoire entremêlée, voilà. Qu'on le veuille ou non. Et c'est en cours. Hein. C'est en cours. C'est toujours pas réglé. Et il y a quelque chose de profond entre les deux pays, mais aussi ils n'ont pas le choix, mais que d'aborder cette question mémorielle. Alors, sur cette période difficile qu'a été la colonisation, peu de gens ont les infos, entre guillemets. Si on s'y intéresse pas, on se dit, bon, c'était une forme de colonisation comme l'autre. En fait, c'était une colonisation très violente. Je fais référence à un ouvrage souvent d'Olivier Lecourt Grande Maison, moi qui m'a tétanisé. Je vous le conseille. Olivier Lecourt Grande Maison est un professeur de sciences politiques à Paris, et il a écrit « Coloniser, exterminer », et j'ai découvert des ignobles personnages comme le général Bugeaud, entre autres, qui a commis des exactions. La Mauricière, Cavaignac... Et c'est des crimes de guerre, c'est des génocides, c'est des crimes contre l'humanité qui ont été, dixit Emmanuel Macron. Et ça, on a du mal à l'aborder sereinement. C'est l'histoire, on va pas refaire la guerre d'Algérie, mais il faut qu'on sache, il faut qu'on comprenne. Et cette histoire-là, elle a des soubresauts, elle a des racines, et malheureusement, des fois, on a l'impression que l'histoire souhaite se répéter, peut-être pas sous une forme aussi violente, mais il y a comme une forme de continuum de gestion coloniale sur certains dossiers. Je ferme la parenthèse et je te rends la parole. Voilà. Bon, oui, mais pour parler de cette histoire, c'est compliqué, mais je prends l'exemple de Nelson Mandela, parce que tout le monde aime Mandela, mais comment il a fait, lui, avec l'Afrique du Sud? Comment il a fait? Parce qu'il est quand même accédé au pouvoir après. Ils auraient pu se venger, il aurait pu prôner la vengeance contre les Blancs. 27 ans de prison, quand même. Après 27 ans de prison, il aurait pu prôner la vengeance. Ce qu'il a fait, il a poussé, il a invité les bourreaux à reconnaître leurs torts, à désigner leurs victimes. Il a invité les victimes à aller vers les bourreaux.
Une fois que l'autre avait avoué en public. C'est ce qu'on appelait la commission vérité-justice, Voilà. présidée par Desmond Tutu. Voilà. Ouais, c'était une façon de penser, c'était ancestral. Il l'a pas inventé en réalité, c'était une philosophie ancestrale qu'il avait mis en œuvre. Et finalement, il a évité un drame quand même. Je dis pas que l'Afrique du Sud est devenue un paradis, mais il a évité un drame quand même. Il a évité quelque chose de très violent. Et donc, les deux doivent faire un effort. L'un doit reconnaître, l'autre doit pardonner. Et pour des gens de haut niveau, pardonner, c'est facile. Ça, c'est pour des gens de haut niveau, d'une grande piété. Mais pour la plupart des gens pardonnent quand ils ont entendu l'autre dire « je reconnais ». Je présente mes excuses. Je regrette, c'est vrai, on l'a fait. Et c'était comme ça. Et il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dans la colonisation, il n'y a rien de civilisationnel. Il n'y a même pas de projet civilisationnel. Il n'y a rien de positif. Il n'y a rien de positif. Il n'y a rien du tout. En fait, quelque part, nos cousins juifs, ils ont connu la Shoah. Ils ont revendiqué leur mémoire. Ils ne l'ont pas revendiqué contre le pays d'accueil. Ils l'ont revendiqué avec. Reconnaissez que vous nous avez fait du tort. Même l'Europe, la France a vendu des Juifs. Il n'y a pas que l'Allemagne. On montre point du doigt les Allemands, mais la France a participé à cela. Les Juifs, à notre époque, sont très bien vus, on va dire, en France, sont bien reçus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un travail de mémoire. Et même s'il reste des relents d'antisémitisme dans les groupes nazis d'extrême droite, faut-il le rappeler que l'antisémitisme trouve ses sources en Europe, dans le monde européen. Au fin fond de l'extrême droite et des fascistes et des nazis. Et il est encore là, la bête immonde n'est pas morte. Et j'ai envie de dire, l'antisémitisme, on a toujours fait croire que c'était quelque chose de coranique, d'islamique, mais pas du tout, il n'y a aucune trace d'antisémitisme dans le Coran. L'antisémitisme trouve sa source, c'est en Europe. C'est une histoire entre Européens et Juifs, tout simplement. Et ils n'ont pas su les accueillir. D'ailleurs, les Juifs, bien souvent, au fil des siècles, ont fui l'Europe pour aussi se réfugier où ? Au Maghreb, dans les pays du Maghreb, voilà. Donc on ne peut pas. Donc voilà, notamment en Turquie, et on ne peut pas dire que l'antisémitisme est une histoire musulmane. C'est faux. D'ailleurs, on parle de nos jours de culture judéo-chrétienne. Bon, c'est merveilleux. Il fut un temps, on n'aurait pas pu dire ça. C'est le bûcher. Il fut un temps, si on avait parlé de culture judéo-chrétienne. Maintenant, pour moi, c'est une évolution, une belle évolution. Culture judéo-chrétienne. Les Juifs ne reconnaissent pas le Christ, mais culture judéo-chrétienne quand même. Mais il manque pas quelqu'un dans l'histoire, parce que les Juifs, les chrétiens, les musulmans sont les descendants d'Abraham, je pense. On fait référence au même personnage biblique, au même personnage, au même Dieu. Et pourtant, on pourrait quand même dire culture islamo-judéo-chrétienne, ou peu importe le sens des mots, mais culture islamo-judéo-chrétienne, puisque nous reconnaissons Jésus en tant que Messie. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dedans ? Une fois de plus, les oubliés de l'histoire. Sauf quand il y a des attentats. Nous sommes visibles uniquement pour dire du mal, mais jamais pour dire du bien. C'est pour ça qu'il faut rétablir l'équilibre. Ce livre, il sert aussi à ça, entre autres. C'est un des objectifs. C'est un des objectifs, mais attention, on en parle avec beaucoup de passion, mais c'est la paix, avant tout. C'est une convergence. Le titre du livre, c'est Convergence vers la paix. L'histoire que je raconte, le passage qui parle de colonisation et de guerre d'Algérie, à un moment donné, le livre se dirige vers quelque chose de plus positif. Voilà. À un moment donné, il se dirige vers quelque chose de plus positif et il propose de rencontrer et de dialoguer. D'ailleurs, rencontrer et dialogue, ça doit te faire penser à quelque chose, personnellement. Ouais. Justement, à travers cette histoire-là de l'Algérie, tu reviens sur un grand personnage qui a marqué l'histoire de la France et qui a marqué l'histoire de l'Algérie, c'est l'émir Abdelkader. Tout à fait. Ah oui. Qui lui-même a été un grand combattant contre la colonisation, qui a été aussi un grand protecteur des chrétiens de Damas, en particulier en Syrie, qui a été exilé en France, qui a subi, entre guillemets, la défaite, parce qu'il a rendu les armes pour pas massacrer son peuple, et il a aussi pardonné. Et il a pardonné. Parce qu'on a affaire là à une figure militaire, à un grand homme politique, à un grand mystique. Tout à fait. Et cette histoire-là, elle est peu ou pas connue. En France, on a peu de places ou peu de rues ou peu d'endroits qui reconnaissent l'émir Abdelkader comme une grande figure qui a permis d'être aussi un pont et aussi, faut-il le rappeler, un protecteur de la minorité chrétienne à l'époque qui a, entre guillemets, protégé ou évité un massacre à Damas. Oui. Oui, on en parle dans le livre aussi. Je te pose la question, mais c'est à toi de nous raconter.
Et donc, le personnage, comme tu le disais, qui a été emprisonné pendant 5 ans, hein, déjà, c'est un parjure, parce qu'il lui avait promis que si tu capitules, toi et ta famille, on vous protège et vous allez vous retrouver quelque part en Orient. Il s'est retrouvé 5 ans en prison. Il y a eu des morts, des décès, des enfants, il y a eu des pestes, de choléra. Ce personnage-là, il fait penser à Nelson Mandela. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que des Français, à un moment donné, il y a la première révolution française, et après en 1848, ça repart. Ils ont essayé de libérer l'émir Abdelkader pour le joindre à leur cause, des Français, qui se révoltaient contre leur gouvernement. Quand même, c'est pas rien. Donc ils savaient que l'émir Abdelkader n'était pas rien. Et même en France, et même en Algérie, des militaires des militaires étaient presque tétanisés du personnage. Ils disaient qu'il avait rien à faire en prison. Ils avaient déserté pour rejoindre les troupes de l'émir Abdelkader. C'est important de savoir que le peuple de France n'avait pas souhaité cette colonisation. C'est une affaire de gouvernement. C'est pas une affaire de peuple français à qui on raconte toujours des salades. Pour justifier une colonisation, il faut d'abord raconter des salades au peuple, leur dire, bah voilà, on va faire la guerre, ce sont des sauvages. Mais le problème, c'est qu'on a des archives. René Vauthier a récolté des archives. Excellent. Et qui racontent le contraire de ce que racontait le gouvernement de l'époque. Et les militaires, en arrivant, ils sont étonnés de voir que l'Algérie était un pays très avancé, et 80% de la population savait lire et écrire. En France, c'était le contraire, c'était 20% seulement. Donc c'est dire qu'ils n'avaient rien à envier à la France. La France avait besoin de coloniser, tout simplement. C'était une colonie parmi d'autres. Hein. La France, c'est un empire. On dit que le soleil ne se couchait jamais en France. Hein, il faisait le tour du globe. Donc l'Algérie, c'est un empire parmi d'autres, mais c'était le fleuron de son empire colonial. Tu fais référence à l'histoire coloniale de la guerre d'Algérie. Tu fais référence à des résistants. Pardon, tu fais référence à des résistants. Là, j'ai un témoignage de Youssef Saadi, qui était un grand moujahid, et qui dit il y avait une ségrégation raciale. Quand on était dans les plages, on nous isolait. Parfois, on nous emmenait en prison parce qu'on avait osé côtoyer des Européens. En un mot, quand on colonise un pays, on devient l'esclave de ses dominateurs. Tout à fait. Voilà, c'est l'apartheid. C'est l'apartheid. J'allais dire, c'était l'apartheid. Oh, voilà, il n'y a rien de civilisationnel. Gestion séparée des populations. Alors, c'est amusant parce que parfois, on nous dit, mais regardez l'Algérie, toutes les constructions, toutes les belles constructions. Mais c'est la France. Oui, mais c'était pour qui? C'était pour qui? Pour les Algériens? Non. Les Algériens étaient là pour travailler. C'était des esclaves. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, on le dit avec passion, mais le but, c'est pas de remuer, c'est pas une histoire de rancœur, attention. J'aimerais bien lire un passage très important dans le bouquin, parce que le but vraiment de ce livre, ça n'est pas du tout, c'est pas une histoire de rancœur, c'est une histoire vraiment de descendre au plus profond de nous-mêmes, de cette rancœur et d'aller chercher le meilleur. De la transformer, cette rancœur, en quelque chose de positif. Et de travailler avec ceux qui veulent toujours pas reconnaître. D'aller vers eux. Voilà, je pense que c'est mieux que de jouer au ping-pong. Je t'en prie. Donc il y a toute une préparation avant de commencer le chapitre 1. Donc il y a l'introduction, l'état des lieux, et là on arrive au chapitre 1. Et cette phrase-là va vraiment... résumer le livre. Voilà, elle nous met un petit peu dans l'ambiance. Elle te dit, peu importe ce que tu vas lire, sache que l'issue, c'est le bien et la paix. C'est l'objectif. Ce que tu vas lire. Voilà, mais ose descendre au fond de toi-même. Je lis le passage. Donc, quand il y a eu trop de rancœur enfouie au fond de soi, trop de préjugés, trop de distance, trop d'ignorance des autres et de soi-même, il est bon parfois d'opérer un voyage à reculons, comme si l'on voulait rembobiner un film à son début parce qu'on aura été distrait pendant la diffusion. Quand bien même il faudrait revenir sur certaines douleurs du passé, il pourrait être bon et curatif pour le mental de faire ce profond voyage dans notre histoire, au fond des entrailles de la terre où siègent nos racines les plus enfouies. Effectuer une descente au fond du puits afin d'en extirper la substance charbonneuse et endormie. Elle attend d'être remontée à la surface afin d'être au contact de l'étincelle qui déclenchera en elle un feu ardent, apaisé et maîtrisé. Sommes-nous prêts à faire ce voyage? Quand bien même faudrait-il revenir sur des rancœurs du passé afin de les extirper de soi? Sommes-nous prêts à remonter le fil du temps, à rembobiner le film afin de le visionner de nouveau avec beaucoup plus d'attention? Alors laissez-vous emporter au cœur du temps, dans le lointain passé, afin de revenir progressivement vers le temps présent. On se retrouve dans quelques instants. Petite pause. Merci Farouk. Issu de l'exil, une constante si fragile. Faut qu'on avance car demain peut-être tout se dessinera dans nos têtes. On leur doit le respect. Tu le sais. Tout ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait.
Maintenant à nous de leur prouver, par nos efforts, notre volonté. Fier du nôtre et de celui des autres, fier de nos pères et de ce qu'ils ont bâti. Fier du nôtre, une pierre après l'autre, ceux qui nous laissent nous aider, nous construire. Fier de l'être, faut-il que l'on se répète, nous sommes des enfants issus de l'exil. Mon mal-être s'est transformé, je vous le souhaite, car mes racines sont ma force aujourd'hui. Je me tourne vers le passé, comprendre, analyser. Dans ma tête ça fait aïe aïe aïe. Qui suis-je, vous le savez, origine contrôlée. La question me fait mal, mal, mal. La réponse à mes tourments, lâche tu laisses bien on avance. Peu importe ce qui se passe, tout naturellement on est français immigrants à travers l'espace. Car nous sommes tous semblables, déracinés parfois instables. Le mélange devenu normal et nos cultures indissociables. Nous devons être de taille, pour eux aucun monument, aucun mémorial. L'histoire reste impitoyable, rappelons leur mémoire, cela nous sera vital. Fier du nôtre et de celui des autres, fier de nos pères et de ce qu'ils ont bâti. Fier du nôtre, une pierre après l'autre, ceux qui nous laissent nous aider, nous construire. Fier de l'être, faut-il que l'on se répète, nous sommes des enfants issus de l'exil. Mon mal-être s'est transformé, je vous le souhaite, car mes racines sont ma force aujourd'hui. Tant de chemin parcouru par nos parents pour qu'aujourd'hui nous soyons là. D'origine et d'Occident, convergence vers la paix. D'Orient et d'Occident, convergence vers la paix. Peut-être pour conclure, Mustapha, sur ce livre, alors peut-être tu nous diras à la fin de l'émission où on peut trouver cet ouvrage, Oui. comment on peut l'acheter, où on peut le commander. C'est aussi un des objectifs de cette émission, c'est que ce livre se vende, se retrouve, qu'il soit utile aux générations qui arrivent. Sur la fin du livre, tu reviens sur plus notre époque, notre temps, à travers des témoignages, et de 1993 à nos jours, témoignage d'un fils d'immigré, tu l'as dit en début d'émission, avec l'arrivée de l'abbé Michel à Libercourt, ton investissement, j'imagine, par sa rencontre aussi dans la vie associative. Tout à fait. Parce que c'est aussi des gens qui nous emmènent vers. Et puis, peut-être quelque chose que tu aimes, et une pensée à notre ami artiste Chouki sur la sculpture et le voyage culturel. J'ai forcément pensé à lui, parce qu'en introduction, tu salues notre ami Chouki, qui est un grand artiste. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais lui donner quelques petites pages dans le livre. Il y a quelques petites pages pour lui. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans la vie associative, peut-être avec Michel à Libercourt? Je me suis engagé pour la première fois, je pense, dans cette période-là, voilà, en 93. D'ailleurs, j'ai fait l'IUT en Angelier aussi par la suite, donc même mon stage, je me souviens, je l'avais fait sur le thème des rencontres islamo-chrétiennes, donc c'est pour te dire que... et c'est resté. D'ailleurs, Michel étant décédé, son successeur a proposé de créer une association qui s'appelle Les Amis de Michel. Donc, qui propose que chrétiens et musulmans se rencontrent sans exclure les autres. Hein. Mais bon, c'est l'histoire du bassin minier. On aimerait bien qu'il y ait aussi des juifs et des bouddhistes, mais le bassin minier, on va pas en trouver beaucoup. Voilà. Donc, on se cantonne à notre histoire, on va dire. Et je voudrais citer un passage de ce qu'a dit une membre justement de l'association. C'est vrai que si on met certaines chaînes télévision, on sera déçu si on veut entendre des belles choses. Éteignez la télé, ça donne des visions. Voilà, mettez-la à la poubelle si vous pouvez. Mais je vais citer un passage. Alors là, c'est encore Michel, mais c'est au féminin. Michel Urbaniak. Voilà son témoignage. Michel m'avait dit que le fait d'être au contact des musulmans a renforcé sa foi chrétienne. Je n'avais pas très bien pigé à l'époque. Je me rends compte aujourd'hui combien il avait raison. C'est exactement ce que je ressens depuis la création de l'association Les Amis de Michel. Grâce à mes amis musulmans, ma foi s'affermit devant la vôtre, immense et sincère. Vous êtes un exemple, un modèle sur lequel j'ai envie de me calquer, tout en gardant mes convictions chrétiennes. J'ai pour vous, mes amis que je connais, un profond respect et une immense admiration. Voilà, on ne va pas entendre ça sur certaines chaînes de télévision. Tu es d'accord avec moi? Oui. Eh bien, je pense que quand on entend ça, ça donne du baume au cœur. Voilà. Alors jetez votre télé ou choisissez bien vos programmes
et rencontrez les bonnes personnes, vous verrez, tout ira mieux. Mais c'est ce qui se passe dans la vie réelle, dans la vraie vie en fait. Aussi. Parce que on est pollué par un certain nombre d'émissions qui nous rendent abrutis plus que la norme, mais dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, je suis peut-être un peu naïf de dire ça, mais ça se passe plutôt bien. Ah, d'accord. Ouais. Dans la vie quotidienne, avec nos amis, nos voisins, les gens qu'on côtoie, c'est-à-dire on vit pas dans un état de siège, on vit pas dans un état entre guillemets avec nos voisins, nos amis, et quand même des gens qu'on côtoie, comme tu disais, avec qui on a été à l'école, avec qui on a grandi, avec qui on a partagé nos malheurs, nos joies, nos peines. Ouais. Globalement, c'est le message plutôt du vivre ensemble, même si le mot et l'expression elle est plus aussi riche qu'elle ne l'était, mais du faire société ensemble, quoi. Et c'est peut-être le message qu'il faut faire passer à nos auditeurs, à nos auditrices. Et l'investissement dans la vie associative, c'est aussi ce ciment-là. Moi, je parlais de recoudre ou de réparatiste ou de réparatisme dans la société. La vie associative, elle est aussi celle qui tisse le lien, qui permet aux gens d'être en contact et d'échanger. Et je pense que tu as eu cette chance-là avec l'abbé Michel à Libercourt. Et c'est vrai que l'ambiance médiatique pousse les uns et les autres à se replier de toute façon, de part et d'autre. C'est pas la meilleure solution. Voilà, c'est pas la meilleure solution. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de sa tanière. On cherche à être visible avec des mosquées de plus en plus hautes, des minarets de plus en plus visibles, des dômes de plus en plus visibles, mais c'est une construction extérieure. Ça reste de l'extérieur, ça reste matériel. Il va falloir construire un peu plus à l'intérieur, je pense. S'il y a un message à faire passer, quoi, pour les musulmans, quoi, tombez pas dans le piège des apparences. Même si c'est bien d'avoir une djellaba pour faire la prière, d'avoir la barbe, etc. Mais le piège des apparences, c'est focalisé que sur ça. L'essentiel est plus profond. Voilà, l'essentiel est plus profond. Alors certains savent faire les deux, mais on est quand même dans une situation particulière. Il me semble que s'orienter uniquement vers la djellaba, la barbe, la mosquée, et uniquement cela, sachez que même si ça vous protège, même si vous vous sentez bien intérieurement, ça vous protège de ce que vous entendez à la télé, même s'il y a un bien-être dans cela, sachez que ceux qui vous voient ne le comprennent pas comme ça. Ils le comprennent autrement. Ils se demandent ce qu'il se passe. Voilà. Et donc, faites-le. Dialoguer, allez les voir, ils vont se rendre compte que vous êtes des nounours parfois. Alors bien sûr il y a des vedettes parmi, c'est sûr qu'il y a des gens violents, c'est sûr qu'il y a des mauvais élèves dans toutes les classes. Le monde musulman c'est comme une école, il y a des mauvais élèves. Voilà, il faut le reconnaître. Mais après ça demande aussi un effort sur soi. Ça demande un effort sur soi. Et dans les deux sens, hein, parce que bien sûr, la tendance à se replier, c'est aussi à force de recevoir entre guillemets des coups sur la tête en se disant, on va vivre dans son petit monde, dans l'entre-soi, alors que le message il est universel et aller vers l'autre et partager et être solidaire de toute personne, quelle que soit sa confession, son origine, c'est le message caractère universel qui est celui qu'on trouve dans le bouquin. Je voulais lire un petit passage. Je t'en prie. Justement, comment on parle de repli, etc., etc. On arrive... Bon, c'est la fin du livre, hein, presque. Au moment où je vous écris ces quelques lignes, et là on arrive à la fin, je me rends compte que nous sommes le 5 juillet. Une date qui n'est pas sans me rappeler que c'est le jour de la commémoration d'un jour inoubliable, l'indépendance de l'Algérie. Mais tout cela m'interpelle et me pousse à faire comprendre que tout drapeau, de tous bords, brandi à l'excès, tout nationalisme à outrance ou toute autre forme de particularisme excessif sont de véritables barrières mentales dressées comme des obstacles à l'universalisme, à la reconnaissance des autres, à la réconciliation, à la paix. L'Orient et l'Occident doivent tous deux apprendre à se remettre en question. C'est à cette conclusion qu'avec Michel, nous revenions toujours. Voilà. Eh ben écoute, sur ces belles paroles... Et aujourd'hui, on est quel jour ? On est le 19 mars. Et c'est quel jour, 1962, les accords d'Évian. Les cessez-le-feu. Ouais. C'est magnifique. Cessez-le-feu. Cessons-le-feu. Cessez-feu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas pour cet accueil. C'était merveilleux, formidable. Merci beaucoup. Un voyage dans le temps et l'espace. Farouk, il est l'heure de rendre l'antenne. Merci à vous, merci chers auditeurs. Au plaisir de vous revoir sur les ondes, de vous réécouter, sur les ondes de Pastel FM 99.4. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon.
des hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon.